Ignorant que sa femme était enceinte de triplés et venait d'hériter de 100 millions de dollars, Ethan signa les papiers du divorce avec un sourire, croyant qu'il était enfin libre de la femme stérile qui ne pourrait jamais lui donner d'héritier. Pour lui, Grace était un chapitre clos, une épouse calme et fragile qui avait passé des années à prier pour des enfants qui n'étaient jamais venus point, mais alors qu'il glissait une bague en diamant au doigt de sa maîtresse, il n'avait aucune idée que Grace, la femme qu'il avait jetée comme de la poussière, portait non pas une, mais 3 vies avec son nom écrit dans leur sang. Ni qu'il savait que la fortune qu'elle avait héritée en silence la même semaine où il l'avait quittée la rendrait plus riche que tout l'empire pour lequel il l'avait sacrifiée. Mais que se passe-t-il quand l'homme qui a divorcé de sa femme stérile découvre qu'elle n'était pas stérile du tout? Quand la femme qu'il a abandonnée se relève avec 3 enfants et 100 millions derrière son nom. Et que fera Ethan quand il réalisera que le prochain mouvement de Grace n'est pas le pardon, mais quelque chose de bien plus choquant? Grace Carter croyait autrefois en l'éternité. Son mariage avec Ethan était censé être le rêve. Le conte de fées construit sur l'amour, le rire et les promesses tardives chuchotées autour d'un café et d'ambitions partagées. Mais le mariage l'avait transformée en fantôme. Celle qui cuisinait ses repas, souriait à travers ses humeurs et se blâmait chaque mois quand le test de grossesse revenait négatif. Le médecin disait que c'était lié au stress. Ethan disait que c'était sa faute. Le mot stérile était devenu son ombre, résonnant dans chaque silence entre eux. La nuit où il partit, elle ne pleura pas. Elle se tint simplement près de la fenêtre, sa main reposant inconsciemment sur la petite courbe de son ventre, ignorant encore que 3 cœurs battaient déjà en elle. L'orage dehors reflétait celui qui se construisait dans sa poitrine. Et la foudre illumina, éclairant les papiers du divorce sur la table. Sa bague à côté d'eux comme une moquerie de tout ce qu'ils avaient promis. Ethan s'était déjà tourné vers Olivia Grant, la femme qu'il disait le comprendre. Grace se rappelait le sourire d'Olivia, tranchant, suffisant et certain. Des semaines plus tard, quand le médecin lui dit qu'elle était enceinte, Grace s'assit en silence stupéfait. Le monde se brouilla, le son disparut, et pour la première fois depuis des années, ses larmes n'étaient pas de douleur. Elles étaient d'incrédulité. Elle portait la vie en elle. 3 vies, des triplés. Le mot seul ressemblait à un miracle et à une arme secrète. Mais elle ne dit rien. L'homme qui l'avait humiliée ne méritait pas de connaître le cadeau qu'il avait jeté. Quand son père mourut peu après, le chagrin s'entremêla à la joie fragile qui grandissait en elle. À la lecture du testament, elle s'assit calmement à la longue table en acajou, entourée d'avocats et de parents chuchotant sur son mariage raté. Mais quand son nom fut appelé, « À ma fille, Grace Carter », je lègue par majoritaire et actif de Wellington Holdings, estimé à 100 millions de dollars. La pièce devint silencieuse. Ses doigts tremblèrent alors qu'elle signait les papiers d'héritage. Et à cet instant, quelque chose en elle changea. Elle n'était plus la femme qui mendiait l'amour. Elle était une femme avec du pouvoir, de la richesse et une raison de se battre. 6 mois plus tard, le monde la connaissait sous le nom d'Emily High. Le changement n'avait pas été soudain. Il avait été stratégique. Elle avait pris le nom de jeune fille de sa mère, déménagé en ville et investi discrètement son héritage sous l'ombrelle de Wellington Holdings. Personne ne la reliait à l'ancienne épouse stérile qu'Ethan avait jetée. Pour eux, elle était une investisseuse élégante avec un esprit vif et une assurance plus froide. Ses enfants naîtraient dans la protection, pas dans la pitié. Debout maintenant sous les lustres scintillants du gala de charité Wellington, Emily High ressemblait à la perfection elle-même. Sa robe, une soie minuit qui chatoyait à chaque mouvement, épousait le corps d'une femme renaissante. À ses côtés, Jonathan High, son mari, le puissant milliardaire qui avait d'abord été son partenaire d'affaires, et plus tard son choix calculé pour le mariage. Elle n'était pas Ethan, mais il était taillé dans le même tissu dangereux, charmant, impitoyable et assez arrogant pour penser qu'il la possédait. Jonathan se pencha près d'elle, chuchotant à travers son sourire figé. « Souris, Emily. Ne me fais pas honte ce soir. » Ses lèvres se courbèrent, mais ses yeux non. Autour d'eux, les appareils photo flashaient comme des lucioles. Le rire ondulait à travers la salle de bal. Le champagne coulait. Et au centre de tout cela, la richesse dansait dans des chaussures polies et des sourires pratiqués. Emily sentit la pièce changer quand Olivia Grant entra. Une robe rouge feu qui s'accrochait à elle comme le péché lui-même. La même femme qui avait autrefois volé son mari glissait maintenant vers son nouveau. Et l'ironie ne lui échappait pas. Le bras de Jonathan se tendit. Son regard suivit Olivia, la faim non dissimulée.
Les murmures commencèrent presque instantanément. C'est celle-là. La maîtresse présumée de Jonathan. Émilie sentit leur regard, leur pitié, leur ragot silencieux tranchant l'air. Elle ne tressaillit pas. Puis Olivia s'approcha, son sourire dégoulinant d'une douceur moqueuse. « Oh, Émilie, j'adore ta robe », dit-elle, levant son verre-point. Bien que peut-être qu'elle pourrait utiliser un peu de couleur. Et avec une grâce délibérée, elle inclina son verre juste assez. Le vin rouge cascada sur la robe d'Émilie comme du sang versé. Des halètements ondulèrent à travers la foule. Le rire de Jonathan suivit, cruel et tranchant. « Pathétique », ricana-t-il assez fort pour que tout le monde l'entende. Elle ne peut même pas gérer un petit accident. La pièce éclata en rire nerveux. Les appareils photo cliquetèrent. Émilie se tenait trempée, humiliée, sa robe ruinée, mais sa posture ne se brisa jamais. Elle les regarda tous, son mari, sa maîtresse, les visages ébahis, puis se tourna simplement et s'éloigna, son silence tranchant plus profondément que n'importe quel éclat. Dans les toilettes en marbre, elle fixa son reflet, essuyant les taches cramoisies. Le rire de la salle de bal résonnait faiblement à travers les murs. Son reflet ne paraissait pas faible. Il paraissait dangereux. Sa voix sortit douce, stable, un murmure qui ressemblait à une promesse. « Vous pensez que je suis impuissante ? Vous n'avez aucune idée. » Derrière elle, la tache rouge sur sa robe semblait presque délibérée, comme une marque de vengeance attendant d'être écrite. Et cette nuit-là, alors que les lumières du gala s'estompaient et que le rire s'éteignait, Emily Hay, la femme autrefois connue sous le nom de Grace Carter, cessa d'être une victime. L'orage était de retour, mais cette fois, c'était elle qui appelait la foudre. La lumière du soleil matinal filtrait à travers les hautes fenêtres du manoir Hay, douce et dorée, presque cruelle dans son calme. La même maison qui avait résonné du rire de Jonathan la nuit précédente était maintenant vide, entachée par le souvenir de moqueries chuchotées et de taches de vin rouge. Émilie s'assit au comptoir de la cuisine, faisant défiler son téléphone, chaque titre coupant comme du verre. Jonathan Hay et Olivia Grandvol, la vedette au gala Wellington. La panne maladroite de Madame Hay, un désastre social. Couple puissant ou scandale public. Les Hay et la maîtresse en rouge. Chaque article rejouait son humiliation en détails tranchants et impitoyables. Il y avait même un clip vidéo. Le sourire suffisant d'Olivia. Le rire cruel de Jonathan. Le silence d'Émilie. Elle se força à le regarder une fois, non pour se torturer, mais pour se rappeler chaque visage qui avait ri. La douleur était maintenant son carburant. Le téléphone vibra. C'était Rachel Moore, sa cousine et son seul lien restant avec le passé. Émilie, commença Rachel, sa voix prudente. J'ai vu les nouvelles. Est-ce que ça va ? Émilie fixa par la fenêtre les jardins étendus que Jonathan aimait se vanter mais n'entretenait jamais. Je vais bien, dit-elle simplement. Tu n'as pas l'air bien. Tout le monde en parle. Peut-être qu'il est temps de simplement partir. Il est passé à autre chose, évidemment. Ne traîne pas ça. Un souffle lent lui échappa. Rachel voulait bien faire, mais les mots piquaient. Il est passé à autre chose. Cette phrase l'avait hanté 2 fois maintenant. Une fois quand Ethan l'avait quitté pour Olivia, et encore quand Jonathan la exhibait devant la même femme. L'ironie était presque poétique. Merci, Rachel, dit Émilie, son ton mesuré. Mais je n'ai pas fini encore. Elle mit fin à l'appel, son reflet scintillant faiblement dans la porte vitrée. Pas fini. Loin de là. Ce soir-là, Jonathan rentra à la maison de bonne humeur, l'odeur de son parfum coûteux le précédent. Olivia était avec lui à nouveau, habillée décontractée dans une de ses chemises, son parfum traînant derrière comme de l'arrogance en fleurs. Jonathan jeta sa veste sur le canapé. « Émilie, » dit-il avec une gaieté moqueuse. « Bonne nouvelle. La réunion du conseil s'est bien passée. Les contrats sont presque scellés. 8,4 milliards, chérie. » Olivia rit doucement, passant son bras à travers le sien. « Et après ça, tu seras enfin libre de vivre ta meilleure vie, John. » Plus de faire semblant. Émilie leva les yeux de la table à manger où elle était assise, son expression calme. « Faire semblant ?» répéta-t-elle doucement. Jonathan ricana. « Ne jouons pas à l'idiote. Une fois que cet accord se ferme, je demanderai le divorce.
Tu auras un règlement généreux. Bien sûr, je ne suis pas sans cœur. Olivia gloussa, caressant son bras. Tu es trop gentil. Les lèvres d'Émilie se tordirent faiblement, pas tout à fait un sourire point. Comme c'est attentionné de ta part, murmura-t-elle. Jonathan se versa un verre. Allez, monsieur, tu devrais être heureuse. Tu seras enfin libre de moi. Et peut-être que tu pourras reprendre la peinture ou quoi que ce soit que les femmes comme toi font quand elles sont seules. Sans moi, tu n'es rien, mais au moins tu seras à l'aise. Les mots restèrent suspendus dans l'air, résonnant comme le claquement d'un fouet. Puis il partit bras dessus bras dessous avec Olivia, riant alors que la porte se fermait derrière eux. Émilie s'assit dans le silence qui suivit, le tic-tac de l'horloge grand-père devenant plus fort, plus lourd jusqu'à ce qu'elle ne puisse l'ignorer. Son regard dévia vers le petit coffre en bois sur la table d'appoint, celui qui avait appartenu à son père défunt. Pendant des mois, elle ne l'avait pas ouvert. Maintenant, presque sans y penser, elle le fit. À l'intérieur se trouvaient de vieux dossiers, des papiers jaunis et des contrats attachés avec une ficelle rouge fanée. Elle commença à les trier, scannant la signature de son père, les boucles précises et les lignes stables qu'elle se rappelait de son enfance. Mais alors elle se figea. Son propre nom apparaissait, Grace Carteret, sur une série de documents légaux liés aux compagnies de Jonathan. Des contrats qu'elle n'avait jamais signés. Des accords qui transféraient le contrôle d'actifs, de brevets et d'actions, tous liés à Wellington Holdings, son héritage. Elle feuilleta chaque page, son pouce accélérant. Les signatures paraissaient réelles, mais ce n'étaient pas les siennes. Elles étaient des copies forgées à la perfection. Chaque accord que Jonathan avait fait, chaque empire qu'il avait construit, chaque acquisition dont il s'était vanté, tout reposait sur une autorisation forgée de son nom. Pendant un long moment, elle ne put respirer. Puis lentement, la réalisation s'installa comme de l'acier. Il a construit son empire sur une autorité volée. Les mains d'Émilie tremblèrent alors qu'elle étalait les papiers sur la table. Les taches rouges de la robe de la nuit précédente marquaient encore le tissu de la chaise derrière elle, un rappel fantomatique de l'humiliation. Mais maintenant, alors qu'elle traçait chaque ligne forgée, sa peur commença à fondre en quelque chose de plus tranchant. Un but. La lampe jetait une piscine dorée de lumière sur les documents. Ses yeux passaient de l'un à l'autre, cartographiant l'empire que son père l'avait autrefois mis en garde. Ne fais confiance à personne avec le pouvoir sur ton nom, avait-il dit. Elle comprenait enfin ce qu'il voulait dire. Quand l'aube se leva, Émilie était encore là, ses cheveux tombant librement autour de son visage, les yeux cerclés d'épuisement, mais brûlants de concentration. Chaque pièce tombait en place. Le même monde qui se moquait d'elle pour être impuissante était sur le point de voir ce que le silence pouvait faire. Au lever du soleil, elle avait déjà appelé M. Whittaker, l'ancien avocat de son père. J'ai besoin de vous voir aujourd'hui, dit-elle. C'est urgent. Au bureau, l'avocat âgé ajusta ses lunettes alors qu'elle posait les contrats forgés devant lui. Ses sourcils se froncèrent plus profondément à chaque page. Ça, murmura-t-il. C'est criminel, Émilie. Chaque accord majeur que Jonathan a fait dépend de votre signature. Si cela vient à la lumière, le conseil gèlera tout. Je ne veux pas de sympathie, dit Émilie, son ton égal. Je veux une preuve légale. Il hocha la tête gravement. Vous l'aurez. Cet après-midi-là, elle contacta Ethan Brooks, son vieil ami de l'université, maintenant analyste financier, enfoui profondément dans High Enterprises. Il fut prudent au début, mais quand elle lui montra les preuves, sa voix trembla. Émilie, réalises-tu ce que cela signifie? Son empire entier pourrait s'effondrer. C'est l'idée, dit-elle calmement. Au cours des semaines suivantes, ils travaillèrent en silence. Des nuits tardives, des appels cryptés, des fichiers partagés de main en main. À chaque découverte, des comptes Shell, du blanchiment offshore, des charities fictives, le réseau d'Émilie s'élargit. Elle commença à contacter ceux que Jonathan avait piétinés pendant son ascension. Des assistants licenciés, des exécutifs réduits au silence, des partenaires brisés. Ils se rappelaient. Ils saignaient encore. Et un par un, ils acceptèrent de l'aider. Au moment où les premiers murmures d'irrégularité corporative commencèrent à surgir dans les médias, Émilie avait déjà tout ce dont elle avait besoin. Au petit déjeuner un matin, Jonathan s'assit en face d'elle, son arrogance inébranlable. Tu es silencieuse ces derniers temps,
dit-il entre deux bouchées. Tu planifies ta prochaine apparition caritative. Essaie de ne rien renverser cette fois. Olivia rit de son côté de la table. Émilie sourit faiblement, sirotant son thé. Ne t'inquiète pas, dit-elle doucement. La prochaine fois, personne ne rira. Il ne remarqua pas la façon dont ses yeux scintillaient alors, ni la confiance calme dans son TON. Et elle ne vit pas que la femme qu'il se moquait avait déjà commencé à écrire sa chute. Et quand il la regarda ce matin-là, Jonathan vit encore ce qu'il voulait voir, une épouse silencieuse et brisée. Mais la vérité était bien plus dangereuse. Le matin de la signature arriva, drapé d'une tension calme. Même la ville dehors semblait retenir son souffle. La fenêtre de son penthouse. Émilie regarda l'horizon scintiller sous un lever de soleil ambré, les tours de verre attrapant le feu de la lumière. Quelque part à l'intérieur d'une de ces tours, son mari, Jonathan Hay, se préparait à clore son accord de 8,4 milliards de dollars, celui qui le rendrait intouchable. Il ne savait pas que les documents sur son bureau étaient sur le point de brûler tout ce qu'il avait jamais construit. Émilie attacha ses boucles d'oreilles de main stable, son reflet dans le miroir composé, immaculé. Son tailleur noir était simple mais commandant, taillé à la perfection. Le pouvoir n'avait pas besoin de paillettes. Il avait besoin de silence et de précision. À son poignet scintillait une montre que son père lui avait donnée des années auparavant, celle gravée de ces mots. Ne les laisse jamais prendre ton nom. Au moment où elle entra dans l'ascenseur, son téléphone vibra. C'était Ethan Brooks. C'est tout vérifié, dit-il. Chaque signature, chaque compte offshore, tout mène directement à lui. Une fois que tu présentes ça, le conseil ne peut pas regarder ailleurs. Bien, répondit-elle. Une fois que ça commence, il n'y a pas de retour en arrière. Es-tu sûre d'être prête pour ça? Les lèvres d'Émilie se courbèrent faiblement. J'ai été prête depuis la nuit où il a ri. Au siège de Hay Enterprises, l'atmosphère était électrique. Des gardes de sécurité bordaient le hall en marbre. Des photographes traînaient dehors et des équipes médias se rassemblaient en anticipation de la signature monumentale de Jonathan Hay. C'était censé être son moment de couronnement, le jour où l'Empire s'étendait à travers les continents. À l'intérieur de la salle de réunion du dernier étage, Jonathan se tenait grand dans un costume anthracite, chaque centimètre le mogul charmant. Olivia s'assit près de lui, radieuse et suffisante, ses lèvres rouges se courbant de satisfaction. Autour de la vaste table s'asseyaient des investisseurs, des membres du conseil et des équipes légales, stylo prêt, sourire poli. « Mesdames et messieurs », commença Jonathan, sa voix dégoulinant de confiance. Aujourd'hui marque le prochain chapitre dans l'histoire de Hay Enterprises. Une fusion qui redéfinira l'infrastructure globale. Ensemble, nous construirons. Les portes s'ouvrirent, chaque tête se tourna. Émilie entra. Calme, gracieuse, non invitée. Pendant un moment, personne ne parla. Ses talons cliquetèrent contre le sol en marbre. Chaque pas mesuré, résonnant dans le silence. Le sourire de Jonathan vacilla. Émilie, dit-il lentement, masquant l'irritation avec un charme étrange. Tu n'étais pas attendue. Je sais, dit-elle uniformément, posant une enveloppe scellée sur la table. Mais tu voudras voir ça avant de signer quoi que ce soit. Olivia leva les yeux au ciel. Vraiment, Émilie? Tu craches des réunions d'affaires maintenant? Comme c'est désespéré. Émilie l'ignora complètement. Son regard resta sur Jonathan. Vas-y, dit-elle doucement. Ouvre-la. Il hésita, puis déchira le sceau. La pièce devint silencieuse alors que ses yeux parcouraient les documents. Des pages de contrats, de signatures forgées et de transferts financiers. La couleur quitta son visage. Qu'est-ce que c'est que ça? Des preuves? Répondit-elle, son ton calme. De chaque falsification, chaque autorisation volée, chaque accord illégal que tu as fait sous mon nom. Des murmures ondulèrent à travers la pièce. Un des investisseurs se pencha en avant. Autorisation forgée. Est-ce vrai, Jonathan? Il claqua. Bien sûr que non. Elle ment. C'est des bêtises. Mais Émilie était déjà un pas en avant. Elle tapa sur son téléphone, projetant un écran sur le tableau numérique derrière elle. Côte à côte apparurent deux ensembles de signatures, les siennes et celles sur les documents de Jonathan. Les falsifications étaient impeccables, mais pas parfaites.
Des incohérences subtiles, des motifs d'encre identiques, des horodatage chevauchants, tout mis en évidence, tout vérifié par un analyste médico-légal tiers point. Chaque transaction liée à Wellington Holdings a été exécutée en utilisant mon nom sans mon consentement, continua-t-elle. Ce qui signifie que chaque accord que tu as fait sous ces autorisations est légalement nul. Si cette signature procède aujourd'hui, cela constitue une fraude supplémentaire à l'échelle globale. Les investisseurs échangèrent des regards inquiets. L'air s'épaissit. Le sourire suffisant d'Olivia commença à vaciller. Et la voix de Jonathan s'éleva, désespérée. Tu penses que quelqu'un va te croire? Tu es juste amère, jalouse parce que tu ne pouvais pas gérer ta place. Tu n'es rien sans moi. Le regard d'Émilie resta stable. Sans toi, Jonathan, dit-elle calmement. Je suis enfin moi-même. Puis elle se tourna vers le conseil. Procédez à cette signature et je n'aurai d'autre choix que d'envoyer ces documents à la SEC, au département de la justice et à chaque actionnaire majeur enregistré. Où vous pouvez arrêter ça maintenant, mener une revue médico-légale et sauver ce qui reste de vos réputations. La pièce explosa en murmures. Les investisseurs chuchotèrent rapidement entre eux. Quelqu'un se leva et exigea une pause. Le président, un homme stoïque nommé Carlisle, parla enfin, sa voix coupant à travers le chaos. Jusqu'à ce que cette affaire soit clarifiée, cet accord est suspendu. Effectif immédiatement. Jonathan frappa sa main contre la table. Vous ne pouvez pas faire ça. J'ai construit cette compagnie de zéro. La voix d'Émilie était de glace. Sur les fondations de mon père, sur mon héritage, sur mon nom. Il se tourna vers elle, les yeux brûlants. Tu penses que tu peux me détruire? Non, dit-elle doucement. Tu l'as déjà fait toi-même. Alors que la sécurité s'approchait pour escorter Émilie dehors sur l'ordre furieux de Jonathan, elle ne résista pas. Elle se tourna une fois à la porte, son regard calme balayant le chaos derrière elle. Des papiers éparpillés, des voix qui s'entrechoquaient. Olivia criait quelque chose sur le contrôle des dommages. L'empire qui l'avait autrefois humiliée s'effondrait en temps réel. Dehors. Alors qu'elle entrait dans le couloir, Ethan l'attendait point. Comment ça s'est passé? Elle expira lentement, sa composure ininterrompue. Les premières fissures sont faites, dit-elle. Maintenant, laissons le reste tomber. Dans les heures qui suivirent, les titres commencèrent à changer. Des fuites anonymes de fraude corporative inondèrent les médias. Les investisseurs se retirèrent. Les auditeurs exigèrent des dossiers. Olivia, terrifiée, disparut de la vue. Ce soir-là, Émilie se tenait sur son balcon, les lumières de la ville scintillant comme un millier d'yeux observant. Le même horizon que Jonathan régnait autrefois semblait maintenant plus petit, presque fragile. Elle pouvait presque entendre sa voix quelque part au loin, criant, niant, suppliant quelqu'un d'écouter. Le vent effleura ses cheveux sur son visage. En bas, les caméras se rassemblaient déjà. Le monde regardait le puissant Jonathan Hay tomber. Et pour la première fois, Émilie sourit. Pas par revanche, mais par libération. Les chaînes étaient parties. Le silence avait enfin parlé. L'empire de Jonathan Hay ne s'effondra pas du jour au lendemain. Il implosa pièce par pièce, comme du verre sous pression. Dans les 48 heures suivant la signature avortée, les réseaux d'information à travers le pays portaient l'histoire. Hay Enterprises sous enquête fédérale. Le PDG accusé de fraude corporative. Les membres du conseil démissionnèrent. Les partenaires se retirèrent. L'accord de 8,4 milliards de dollars qui était censé couronner le règne de Jonathan était devenu l'encre qui le traînait vers le bas. Olivia Grant fut la première à abandonner le navire. Quand les assignations arrivèrent, elle entra dans une réunion privée avec les enquêteurs, ses yeux gonflés de larmes, sa loyauté se dissolvant sous la peur. Elle leur dit tout point les comptes offshore, les auditeurs corrompus, les fondations secrètes où Jonathan canalisait des fonds volés. Elle remit même les clés numériques qu'il pensait posséder seul. Au moment où Jonathan le découvrit, il était trop tard. Son empire était gelé, son nom placardé sur les titres comme un fraudeur. Il essaya d'appeler Olivia, mais son numéro avait été déconnecté. Et elle essaya de joindre le conseil, mais son accès fut révoqué. Même ses aides les plus loyaux avaient disparu. L'homme qui commandait autrefois des salles entières s'asseyait maintenant seul dans l'étude vaste du manoir,
le même endroit d'où il avait autrefois moqué sa femme. Des bouteilles d'alcool vides bordaient le bureau. Son reflet dans la fenêtre paraissait étranger, fatigué, mal rasé, brisé point dehors, les reporters grouillaient aux portes, leurs cris coupant la nuit. « Monsieur Hay, avez-vous un commentaire sur les allégations? Est-ce vrai que votre femme a exposé votre fraude? Où est Olivia Grant ?» Chaque question frappait comme une pierre. Jonathan se tourna de la fenêtre et trébucha vers le canapé, tête dans les mains. Comment tout s'est-il effondré si vite? Il pensa au visage d'Émilie dans cette salle de réunion. Calme, contrôlé, intouchable. Il y avait eu quelque chose de terrifiant dans son silence, quelque chose qu'il n'avait pas vu avant. Pendant des années, il pensait que sa faiblesse était la conformité. Maintenant, il comprenait que ça avait été du calcul. Quelque part au fond, il l'admirait presque. Presque. Les jours passèrent dans le chaos. Hay Enterprises fut officiellement suspendu sous enquête. Sa valeur boursière chutant, les créanciers appelèrent les dettes, les banques gelèrent les comptes, et les anciens partenaires s'empressèrent de se protéger. L'empire que Jonathan avait autrefois vanté comme survivant lui avait dissous en poussière. Et à travers tout cela, Émilie ne dit jamais un mot publiquement. Elle ne se vanta pas, n'apparut pas à la télévision, n'émit pas de déclaration. Son silence devint son propre genre de tonnerre. Les médias la peignirent comme la veuve mystérieuse qui avait fait tomber un milliardaire. Et d'une certaine manière, ce n'était pas loin de la vérité. Quand elle accepta enfin une réunion privée avec le conseil, maintenant sous restructuration d'urgence, l'atmosphère était révérentielle. Des hommes qu'il avait autrefois ignorés se tenaient maintenant comme en présence de quelqu'un qu'ils n'auraient jamais dû sous-estimer. Monsieur Carlisle, le président qui avait suspendu la signature, se leva pour la saluer. « Madame Hay, dit-il formellement. Au nom du conseil, nous vous devons des excuses et peut-être plus que ça. Il apparaît que les actifs de votre père ont été saisis frauduleusement sous la direction de Jonathan. À partir de ce matin, ils ont été rétablis à votre propriété. » Émilie hocha la tête une fois, son expression stable. « Merci. Mon père a construit Wellington Holdings sur l'intégrité. J'entends le restaurer à ce qu'il était censé être. » Il y eut une pause. Puis Carlisle dit calmement, « Le public voudra une déclaration. » Elle sourit faiblement. « Ils en auront une bientôt. Pas de moi, des résultats. » Quand elle quitta le bâtiment, les reporters surgirent en avant, les caméras flashant. Elle ne s'arrêta pas ni ne parla. Le seul son était le cliquetis de ses talons, tranchant, délibéré, résonnant contre le sol en marbre comme une ponctuation à une histoire que seule elle comprenait pleinement. Ce soir-là, Jonathan apparut aux portes du manoir qu'il ne possédait plus. La pluie tombait, trempant son costume, plaquant ses cheveux contre son front. Sa voix autrefois commandante était devenue un râle. « Émilie » cria-t-il, agrippant les barres de fer. « S'il te plaît, parle-moi juste. » De la fenêtre à l'étage, Émilie se tenait immobile, le regardant à travers la pluie. Il paraissait petit, trempé, dépouillé de tout sauf du regret. Les caméras flashaient de la route alors que les reporters enregistraient chaque mot pitoyable. « Émilie, je suis désolé, » pleura-t-il. « J'ai perdu tout. Tu dois m'aider. S'il te plaît, tu es la seule qui peut arranger ça. » Son regard ne vacilla pas. La femme qu'il avait autrefois humiliée au gala, celle qu'il avait appelée pathétique, sans valeur, se tenait maintenant intouchable. Les tables avaient complètement tourné. Jonathan tomba à genoux dans la boue, sa voix se brisant. « Tu m'as ruiné, » murmura-t-il. Elle n'ouvrit pas la fenêtre. Elle n'éleva pas la voix. Elle dit simplement, assez doucement pour que seule elle puisse s'entendre, « Non, Jonathan, tu t'es ruiné toi-même. » Puis, avec une précision calme, elle répéta ces vieux mots, ceux qui l'avaient hanté. Pathétique, sans valeur. Elle ferma le rideau lentement, fermant son image, sa voix et tout ce qu'il représentait autrefois. À l'intérieur, le manoir se sentait différent maintenant. Le rire de ses enfants résonnait faiblement dans le couloir. 3 voix brillantes pleines de vie. Des triplés nés de l'amour qu'on lui avait dit qu'elle n'aurait jamais. Ils ne connaissaient pas les guerres que leur mère avait menées, l'orage qu'elle avait enduré, ou l'héritage qu'elle avait récupéré. Dans l'étude qui avait autrefois été celle de Jonathan, Émilie s'asseyait maintenant derrière le bureau restauré de son père, la crête Wellington montrée sur le mur derrière elle, plus volée, plus réduite au silence. Sa posture était calme, son expression sereine.
Sur le bureau reposait une vieille photo de son père et d'elle-même, souriant un jour ensoleillé, longtemps avant que la trahison n'entre dans son monde. Le conseil lui avait demandé de reprendre le leadership de Wellington Holdings. Elle accepta. Sous son nom, la compagnie commença une nouvelle, éthique, visionnaire, inarrêtable. Les investisseurs qui s'inclinaient autrefois devant Jonathan cherchaient maintenant son conseil. Dans les magazines d'affaires qui suivirent, les titres racontaient une histoire différente cette fois. De l'humiliation au pouvoir, Emily Hay récupère son héritage. Est la tempête silencieuse. Comment une femme a transformé la trahison en empire. Mais Emily ne les lisait pas. Elle n'avait pas besoin de validation. Le pouvoir, avait-elle appris, n'était pas à propos de revanche. C'était à propos de contrôle. Et elle l'avait enfin. Tard une nuit, alors que les lumières de la ville scintillaient dehors sa fenêtre, elle attrapa un reflet dans le grand miroir. Le même miroir dans lequel elle avait autrefois fixé, couverte de vin rouge, chuchotant qu'elle n'était pas impuissante. Maintenant, ce reflet la fixait en retour sans fléchir, confiant, fort, inarrêtable. Elle sourit faiblement. L'orage avait passé, mais son écho restait dans ses yeux. Elle se tourna du miroir, marchant vers le rire de ses enfants, vers la vie qu'elle avait reconstruite, non par colère, mais par résilience. Derrière elle, le miroir attrapa le plus faible scintillement de lumière du lustre, comme si l'univers lui-même s'inclinait en reconnaissance silencieuse. La femme autrefois moquée comme stérile, humiliée comme sans valeur, avait réécrit son histoire. Non par fureur, mais par silence, stratégie et force. Et dans ce silence, Emily Hay devint histoire. Demain apporterait plus de chaos, plus de révélations, plus de règlements de compte. Mais ce soir, pour juste un moment, elle se permit de respirer. Elle avait transformé l'humiliation en histoire, et l'orage était encore loin d'eux.